Eh bien, bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer par la logique que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Nous, l'ensemble humain, depuis que nous sommes distingués des autres primates, que nous avons quitté les arbres en somme, pour entreprendre une curieuse et passionnante évolution jusqu'à ce que nous sommes, jusqu'à devenir ce que nous sommes. Et bien entendu, ça ne s'arrête pas à nous, ça va continuer jusqu'à atteindre cette ultime perfection dont je parle. Et c'est bien l'ensemble humain qui travaille à tout cela, en croyant chacun travailler de son côté, soit pour son clan, sa petite famille, son petit clan, son petit village, sa petite tribu, son petit pays, sa petite communauté religieuse, etc. On croit qu'on travaille pour des appartenances réduites comme ça, mais en réalité, toutes ces appartenances, elles finissent dans le grand tronc commun de ce qui donne véritablement du sens à notre présence sur cette planète, c'est-à-dire l'humanité dans son ensemble. Parce qu'en réalité, dès le début, c'est l'humanité dans son ensemble qui a travaillé et qui a faire ce que nous sommes. Ce sont nos pères, nos grands-pères, nos arrière-arrière, enfin grands-pères qui ont élaboré notre corps, qui ont fait perdre notre système pileux pour l'adapter à un nouveau monde, qui nous ont mis en position debout, qui ont augmenté le volume cérébral, qui ont développé le cortex, etc., etc. Et puis, c'est encore notre famille qui ont continué plus tard à se répandre sur la planète, à aller s'acclimater à tous les environnements, à aller s'acclimater au désert, à aller s'acclimater dans les glaces du Groenland, les Inuits, etc., etc., d'aller s'adapter dans les îles, traverser les îles, découvrir, enfin bref, voilà. Ce sont nos ancêtres qui ont donné naissance à nos particularités, à nos différences de couleurs, d'acclimatation, voilà. Toute cette diversité humaine, c'est l'œuvre de nos ancêtres et qui nous sont communs. Nous sommes tous reliés, toute cette humanité, nous sommes tous réellement frères. Alors, on s'en rend pas compte et on agit comme si on était au contraire des sociétés disparates, des sociétés qui n'ont rien à voir les unes des autres. C'est la ruse de la raison. C'est la façon dont l'humanité se construit. Aussi par l'antagonisme, par la compétition, par la violence, par la guerre, etc. À la sortie des guerres, il y a toujours des choses positives que l'humanité va adopter ou va améliorer. À la sortie de la guerre 14-18, d'abord, on a créé la Société des Nations pour dire plus jamais ça. Ça n'a pas empêché qu'une nouvelle guerre, c'est que les dominants, quelques décennies plus tard, relancent une autre guerre en 39-45. Parce que c'est toujours les dominants qui décident les guerres, qui les font, qui les organisent, qui aiguisent leurs égos les uns envers les autres. C'est parce qu'ils sont archaïques, leur mentalité de ces dominants. C'est pourquoi on évolue vers la démocratie, c'est-à-dire la souveraineté du peuple, parce que le peuple, par essence, est plus paisible que les dominants. Les dominants, ils sont combatifs, ils ont des qualités, ils sont importants à l'évolution de l'humanité, mais ils sont moins évolués que le peuple dans son ensemble, qui est beaucoup plus paisible, beaucoup plus social, beaucoup plus cool. À la limite,
voilà, il faut le pousser pour aller à la guerre. C'est pas lui qui déciderait ça dans l'absolu. Donc voilà notre chemin. Et alors, de temps en temps, quand pour démontrer cette théorie, je m'appuie sur des bouquins que je rencontre au hasard comme ça. Et là, j'ai trouvé ce petit fascicule incroyable qui, je le lis en même temps que je le commente là. Hein. Je l'ai pas lu, je le découvre en même temps que je le commente. Mais je trouve ça vraiment génial. Et globalement, c'est toujours mon intuition qui dit je prends ce bouquin-là, je le trouve des fois dans la poubelle, hein, ça arrive, ou dans un carton de livres à vendre, ou voilà. Bref. Et il y a toujours quelque chose, c'est toujours magique derrière, je découvre des choses incroyables qui correspondent exactement à ce que j'avais envie de parler ou qui sont importants de dire. Et là, ce Tout Bible, donc, qui est né en 1863 autour du lac Léman, le docteur Roger Vitoz, et qui est mort en 1925, a écrit une méthode de rééducation du contrôle cérébral. Et il y a quelque chose de très intéressant dans ce bouquin. Alors, je vais continuer un petit peu à le lire, c'est la 3e vidéo. Vous pouvez aller écouter les vidéos précédentes pour avoir un peu plus de logique, mais enfin, sinon, on peut partir de là aussi. Et n'oubliez pas que si vous trouvez que ce travail a un peu d'intérêt, vous pouvez en augmenter la visibilité en vous abonnant, en écrivant des commentaires, en mettant des petits pouces d'appréciation, etc. Et tout ça, ça augmente la visibilité sur YouTube. Voilà. Et puis, vous pouvez aller visiter le site où je démontre cette théorie, donc, de l'évolution vers sa perfection, de l'humanité vers sa perfection, mécaniqueuniverselle.net. Il y a toujours le lien en bas des vidéos. Voilà. Alors, je vais lire un petit peu, et comme j'ai mis une sorte de... On va voir si ça fonctionne, des écouteurs. Alors, avec un organisme sain, donc c'est le commentaire sur ce travail de Roger Vitoz. Avec un organisme sain et le jeu normal de ses facultés, l'homme se meut dans un équilibre parfait qui donne au conscient, par une mainmise continuelle, le contrôle effectif de tout ce que manifeste au dehors le subconscient. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'il n'y a pas de nom de la personne qui a rédigé ce fascicule sur le travail du docteur Vitoz. Donc, je ne sais pas si c'est le docteur Vitoz qui l'a écrit, si c'est juste un commentaire sur son travail, etc. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que les termes employés sont un peu radicaux parfois. La maîtrise des choses, le contrôle, etc. Il y a cette idée-là qui maintenant, à mon sens, pourrait être un peu adaptée d'une autre manière avec l'évolution de la réflexion sur le travail sur soi. Au lieu d'un contrôle, c'est plus quelque chose c'est devenu beaucoup plus doux à mon sens, les choses comme ça. Bon, bref, on continue. Le contrôle, c'est la prédominance du conscient sur l'inconscient. C'est la mise au point de l'impression et des idées subconscientes par la raison et le jugement, qualité essentiellement consciente. Le contrôle fait passer le subconscient dans le conscient. Il conduit à l'harmonie, à la détente, au sentiment de liberté et d'unité. Voilà ce qui est recherché par ce travail sur la maîtrise, la rééducation du contrôle cérébral. C'est un travail sur la nervosité, pour apaiser l'être humain. Comment apaiser l'être humain? Comment lui permettre de maîtriser justement tout cet affolement
qui nous sort de la conscience, qui nous empêche de jubiler réellement de l'existence. Donc c'est un travail, comme je le disais dans la vidéo précédente, qui s'apparente au zen, qui s'apparente aux quêtes du bouddhisme, de l'hindouisme, du soufisme, c'est-à-dire atteindre un état de sagesse, de sérénité, d'éveil, un état supérieur de conscience. Voilà. Donc l'harmonie, la détente, le sentiment de liberté et d'unité. Il libère toutes nos facultés et dégage l'individualité. Il tue le doute et la crainte, oblige à la sincérité, exige la volonté et l'énergie, nous place au-dessus des influences extérieures et nous permet de nous ouvrir au monde. Voilà, c'est ce que je disais sur les termes qui sont employés. Il tue le doute. Bon, oui, c'est vrai, mais en plus ça me parle parce que j'aurais tendance à employer des termes aussi radicaux, aussi violents quand je m'exprime sur certaines choses. Et bien sûr que c'est plus une question d'anéantir le doute, la crainte, ou de le mettre de côté. Voilà, enfin bref, vous comprenez ce que je veux dire. Mais en fait, cet état-là conduit, donc s'il n'y a plus de doute, plus de crainte, si on est dans l'harmonie, si on est dans la détente, dans un sentiment de liberté absolue et d'unité, eh bien c'est simple, on est en état d'extase. C'est pas, voilà, on est dans un état de plénitude absolue. Et c'est très proche de l'extase, qui est peut-être un autre état, un état un peu plus haut, où le corps entier jubile. Mais en tout cas, c'est la même quête. Il cherche à faire jubiler le corps, ce docteur. Donc, il oblige à la douceur, cet état-là. Donc, la maîtrise de notre comportement. Il oblige à la douceur. Donc, c'est encore un terme un peu radical, mais il conduit à la douceur. C'est clair que quand on est dans l'état d'extase, on n'est que douceur, on n'est qu'amour, on n'est que fraternité. C'est pour ça que quand je dis l'humanité évolue vers son ultime perfection, l'extase, c'est dans cet état-là que nous allons être dans 3, 4, 5 siècles, parce qu'il faudra encore plusieurs siècles pour atteindre cet état, évidemment. Mais nous y travaillons tous. Voilà. Et ça me rappelle quelque chose, c'est que quand je parle de ça, des fois, certaines personnes, pas toutes, mais on va dire 5% des gens à qui je parle de ça, quand je dis, mais c'est dans 5-6 siècles, 5% disent, mais on s'en fout, on ne sera pas là. Et en fait, cette mentalité, on s'en fout, on ne sera pas là, c'est la partie égoïste de l'humanité. Évidemment qu'on ne sera pas là, évidemment qu'on ne sait pas qui seront, évidemment qu'on pourrait dire on s'en fout de qui seront ses descendants dans 300 ans par exemple, ça fera combien de petits enfants, ça sera perdu ça sera dilué notre patrimoine génétique peut-être, je ne sais pas, enfin notre appartenance, ils oublieront de parler de ce que nous sommes aujourd'hui. Mais en même temps, si on est altruiste, on sait que c'est nos frères. On sait que, c'est pour ça que tout à l'heure je précisais que les premiers hommes qui ont développé notre cortex, qui nous ont mis debout, qui ont développé notre larynx pour qu'on puisse parler, etc. Ben, ils ont travaillé à l'humanité sans le savoir, pas plus que, comme nous d'ailleurs, nous travaillons sans le savoir à cette perfection. Voilà, c'est exactement pareil. Ils étaient inconscients de ce qu'ils réalisaient pour nous, mais nous sommes inconscients de ce qu'on réalise pour nos futurs descendants. Et pourtant, on le fait. Donc, le jour où on prendra conscience de ça, on deviendra altruiste par conscience, parce que nous sommes des altruistes, on l'ignore, mais on sera heureux, on sera fier d'être altruiste, de savoir qu'on travaille pour nos descendants, pour ces gens dont on pourrait dire on n'en a rien à foutre, ça ne nous concerne pas. Si, mais on travaille pourtant pour eux.
de manière, et même celui qui dit je m'en fous, j'y serai pas, ça m'intéresse pas. Voilà, même lui, il travaille pour eux sans le savoir. Voilà. Il oblige à la douceur, à l'acceptation, nous permet d'éliminer clichés ou autres et se résume dans un sentiment de parfaite stabilité. Mais il dit tout de ce qu'est l'extase. Voilà. Alors, en dessous, c'est le docteur Vitoz qui parle. Le contrôle ne laisse subsister en nous que ce qui a été vrai. Tout le reste disparaît. Et ça, donc, il parlait du contrôle. Alors oui, effectivement, le docteur Vitoz parlait à ce moment-là, mais il ne faut pas oublier qu'il a écrit ça dans les années, à la fin du 19e siècle. Hein. Donc, c'était une autre façon de penser. C'était, à l'époque, c'était le début de la psychologie, hein, des premiers grands psychologues là, qui travaillaient. Il y en avait beaucoup qui travaillaient sur le psychisme humain. Il y avait Freud, évidemment, mais il y avait de nombreux psychologues qui réfléchissaient à ça. Et donc, le contrôle ne laisse subsister en nous que ce qui a été vrai. Tout le reste disparaît. Donc, il a expérimenté ce que c'est que l'extase. Parce que dans l'extase, il n'y a plus que le vrai en nous. Il n'y a plus du tout... on est pur vrai, quoi. Il n'y a plus d'esbrouf, il n'y a plus de je suis machin, je suis un tel. Voilà, tout ce qui nous caractérise en tant qu'ego a disparu dans cet état-là. Il dit autre chose, le docteur Vitoz. Pour ceux qui le veulent, le contrôle peut être un instrument de perfectionnement indéfini. Le contrôle est un genre de sainteté. Il est question d'expérience personnelle. Donc, il a compris qu'il y a un lien avec le spirituel. Alors, Roger Vitoz était chrétien, mais ça pourrait être un musulman, ça pourrait être un bouddhiste, ça pourrait être un hindou, ça pourrait être quelqu'un de la philosophie, de la spiritualité Baya, ça pourrait être, voilà, qui dit la même chose. Parce qu'en réalité, c'est exactement, ça correspond à tout ce que les grandes religions ont compris dans l'évolution. Voilà. Alors, on va arrêter là pour cette vidéo. Et puis, on va avancer un petit peu dans cette réflexion-là. Il parle des actes. Je dis un petit peu ce qui nous attend. Alors, à la sortie de ça, il y a le but du traitement. Pardon. De l'impressionnabilité, ça c'est vraiment important parce que ça me concerne aussi en tant que personnel, parce que je suis dans un sentiment de forte émotionnabilité, d'impressionnabilité. Voilà, je travaille là-dessus d'ailleurs depuis quelques mois, depuis que j'ai pris conscience de mon autisme. Et donc, je mets tout en œuvre pour travailler un petit peu là-dessus. Mais, et voilà. Pourquoi ce livre que j'ai sauvé du pilon, m'est tombé dans les bras. Pourquoi? Voilà. C'est ça qui est intéressant. Alors, de l'impressionnabilité, le repos, plus loin, manière de pratiquer la méthode, exercice préliminaire, première partie de la méthode, les actes conscients, dit actes de réceptivité. Bon, en tout cas, c'est vraiment la réceptivité visuelle, réceptivité auditive, olfactive et gustative, tactile, coenesthésique. Alors ça, c'est vraiment, c'est incroyable parce que c'est la prise de conscience et je fais dans les thérapies que j'ai mis en œuvre là, il y a la sophrologie. Et la sophrologie, c'est la prise de conscience du corps, justement. C'est ce que j'ai abandonné au profit de l'esprit.
Bon, ça a donné la mécanique universelle, j'en suis tout à fait conscient, mais bon, le corps, il a une vocation importante qu'on ne peut pas négliger et qu'on doit absolument choyer, puisque c'est lui qui nous amène dans la vie. C'est lui qui nous trimballe, qui nous fait vivre, qui nous donne des sensations, des sentiments, etc. Donc on doit l'aimer. Pourquoi on aimerait plus d'autre chose que notre corps? Pourquoi on aimerait plus l'alcool, comme ce fut le cas pour moi, plutôt ce qu'il y a dans une bouteille que mon propre corps? Pourquoi on aimerait plus une cigarette, un paquet de cigarettes, et en fait les cigarettiers américains ou voilà les Philip Morris et compagnie, plutôt que nous-mêmes? Pourquoi? Pour quelle raison on donne plus d'amour à ces gens-là, puisqu'à chaque fois qu'on achète un paquet de cigarettes ou un pack de bière, ben on donne de l'amour en fait à des gens plus qu'à notre corps. Et à notre corps, au contraire, on lui donne quelque chose d'absolument négatif. C'est illogique. Tiens, d'ailleurs, ça, ben j'essaierai de... Parce que je le dis à la fin de la vidéo, et il y en a beaucoup qui sont plus là pour écouter tout ça. Dites-moi si vous avez entendu cette partie, parce que c'est 20 minutes déjà. Il n'y en a pas beaucoup qui doivent arriver à 20 minutes, parce qu'on n'a plus le temps maintenant pour écouter. Mais bon, c'est comme ça. Je continue à faire mes vidéos longues comme ça. Voilà, si vous pensez que, ben voilà, vous savez que vous pouvez soutenir en mettant des pouces, en vous abonnant, etc. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.